Une chose est certaine, d'un point de vue purement international, d'un point de vue juridique, et je pense qu'ici personne ne va en discuter, il y a eu le génocide de Rwanda en 1994, planifié, orchestré par un État. Je pense que c'est suffisamment démontré. S'il y a des gens qui ont des doutes là-dessus, je leur dis qu'au PPIR, il y a eu des ténors du parti, de l'ex-parti, du MND de Abiyarimana, qui ont nié qu'il y ait eu génocide, qui ont dit qu'il y a eu des massacres réciproques de part et d'autre. Mais il y a eu quand même Jean Kambada, qui était le président de transition après la mort d'Abiyarimana, qui a reconnu devant le tribunal qu'il y a eu génocide. Donc moi je ne discute pas. Si le président de transition reconnaît que c'est un crime qui a été commis, il reconnaît que c'était planifié, c'est pas moi qui vais en discuter. Donc, on ne va pas discuter du génocide rwandais. Il y a eu à l'œuvre, après le génocide rwandais qui a fait 800 000 morts, il y a eu un discours de certains Hutus, certains leaders politiques Hutus, essayant de dire que c'est la théorie qu'on appelle le double génocide. Oui, j'ai tué des gens de chez toi, mais en même temps, toi aussi, tu as tué des gens de chez moi. Alors, c'est kiff-kiff. Est-ce qu'on peut oublier, c'est les guerres tribales, c'est les guerres ethniques, comme l'Afrique en a tant coutume? Non. Un génocide, ce n'est pas simplement un massacre de plus, ce n'est pas simplement une guerre tribale. Mes propos ne sont pas ici pour minimiser les milliers de morts qui sont faites dans l'Est du Congo. Mes propos ne sont pas ici, je ne suis pas un propagandiste du gouvernement rwandais ou du FPR. C'est facile d'insulter quelqu'un qui fait une conférence. Moi, je vous parle des lois internationales. Que cela vous plaise ou pas, vous pouvez changer ces lois-là. Ok? Elles sont insuffisantes, les lois internationales, elles existent. La question de savoir de façon émotive, est-ce qu'il a tué, il n'a pas tué, c'est un génocide, c'est pas un génocide, laissons les émotions à côté. Moi, je vous parle d'un point de vue strictement juridique. C'est mon point de vue. Et je vous remercie. Très bien, très bien. Bon, donc je pense que je vous remercie d'avoir gardé votre calme et je pense qu'on va répondre à toutes ces inepties que j'entends depuis quelque temps et pour lesquelles je suis resté calme pour qu'on puisse avoir un débat intellectuel de haut niveau. Monsieur dit que le génocide du Rwanda n'est pas discutable. Et il apporte à l'appui de son argument l'aveu de M. Kabanda. Monsieur lit la presse, c'est très bien, je suis journaliste, je sais ce que nous écrivons généralement pour amuser la galerie ou pour donner à des gens paresseux et qui n'ont pas la capacité d'aller faire des recherches plus loin, je sais ce que nous leur donnons. Mais malheureusement pour vous, monsieur, Jean Kabanda, avant d'être envoyé au Mali, m'a envoyé toutes ses archives avec les négociations qu'il a eues avec le bureau du procureur. Et je tiens à vous dire que M. Jean Kabanda, l'aveu de culpabilité de M. Jean Kabanda a été obtenu sous la torture à Arusha par un officier canadien qui s'appelle M. Duclos, qui était condamné ici au Canada. C'est comme ça que le tribunal international a des recrutements. Deuxième élément, puisque vous dites que l'aveu de culpabilité de M. Jean Kabanda, je tiens à vous rappeler que toute la procédure qui a conduit à l'aveu de Jean Kabanda a été négociée avec le procureur adjoint M. Bernard Mouna, qui est d'origine camerounaise, dont j'ai l'intégralité du dossier avec les pièces du procès, a dit à M. Jean Kabanda, reconnaissez que vous avez planifié le génocide et vous allez obtenir une remise de peine. Je suppose que vous ne le savez pas. Faites des recherches. Si vous voulez, je vous communiquerai les pièces. Pourquoi M. Jean Kabanda va être l'objet d'une contrainte du tribunal pour avouer qu'il a planifié le génocide? Je réponds en même temps à la personne qui est venue faire une remarque pour savoir si l'attentat de Suzaville était l'événement déclencheur. C'est pas moi qui le dis. Les Nations Unies reconnaissent que l'attentat de Suzaville est l'événement déclencheur du génocide. C'est indiscutable, y compris au sein du tribunal. Et le problème, c'est quoi? C'est que vous avez tous suivi que c'était le gouvernement d'Abiyarimana qui avait planifié le génocide. Alors, monsieur, on va être très sérieux. À quel moment M. Jean Kabanda a travaillé
avec le gouvernement Habyarimana. Jean Kabanda n'a jamais travaillé avec le gouvernement Habyarimana. Deuxième élément, M. Jean Kabanda prend le pouvoir en plein massacre, c'est-à-dire environ le 9 avril 1994. Ce qu'on a appelé le gouvernement intérimaire. J'ai toutes les archives du gouvernement intérimaire avec les échanges qu'ils ont eus avec les Américains, les Belges et tout le reste. Monsieur, détendez-vous, quand vous avez parlé, vous ne m'avez pas entendu broncher. Donc, quand vous donnez des leçons aux autres, il faut les appliquer à vous-même. Jean Kabanda, on lui demande de reconnaître qu'il a planifié le génocide. Alors là, je pose une question. Le génocide a-t-il été planifié avant ou pendant? Parce que Jean Kabanda prend le pouvoir et devient Premier ministre pendant les massacres. Donc il ne peut pas être celui qui planifie le génocide au moment où il est en train d'être exécuté. Voilà la difficulté du tribunal. Deuxième élément. Je parle avec des faits, mais je ne vous donne pas jusque-là mon sentiment. Bravo. Un rapport de l'ONUA publié en 2000 dit ceci. À notre connaissance, il n'existe aucun document, aucun procès-verbal de réunion et aucune preuve qui mette le doigt sur un moment précis où certains individus, dans le cadre d'un plan directeur, auraient décidé d'éliminer les Tutsis. Il est remarquable de constater qu'à peu près tous les experts deviennent vagues ou ambigus lorsqu'il s'agit de déterminer à quel moment l'organisation et la planification systématique sont censées avoir été amorcées. Publié en 2000, jamais contesté par personne. Deuxième élément, un troisième élément, pour vous détendre un peu plus. Les archives des Nations Unies, c'est-à-dire un endroit où on ne peut pas vous soupçonner d'être pro-Hutu ou pro-Tutsi. Le gouvernement rwandais a accusé l'ONU, vous avez entendu, que l'ONU avait négligé beaucoup de choses et surtout, un certain général Dallaire, si ma mémoire est bonne, avait annoncé dans la presse internationale qu'il avait envoyé un fax le 11 janvier 1994 au Conseil de sécurité qui exprimait clairement la planification du génocide au Rwanda. Les responsables des Nations Unies, dont M. Shahryar Khan, qui était le représentant du secrétaire général, a diligenté une enquête interne. Je vous lis quand même, pour le plaisir, les conclusions d'un officier occidental qui a rédigé le rapport pour son supérieur hiérarchique, de M. Shahryar Khan. J'ai reçu les fax envoyés par le général Dallaire aux Nations Unies à New York durant la période mentionnée en objet et n'est pas trouvé aucune référence à un possible génocide. Je dois noter, cependant, selon ma compréhension, que le terme génocide n'a pas été employé avant la fin des événements de 1994. Et je vais finir donc par le rapport de M. Shahryar Khan lui-même, c'est-à-dire le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. Il dit ceci. J'ai nommé un comité constitué du colonel Fleischer. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était le rapport du colonel Fleischer. De M. Tikoka, qui était l'observateur militaire en chef et présent au Rwanda durant la période, et de Isel Rivero, qui s'occupait du Rwanda à partir du siège des Nations Unies à cette époque. Les conclusions de ce comité sont jointes. Elles confirment le constat selon lequel il n'y a eu aucune information ni indication d'un génocide
planifie. Il y a eu bien sûr des mises en garde contre les affrontements armés, de la violence, des tueries pour des raisons ethniques. Ça, c'est le rapport officiel du représentant spécial des Nations Unies. Je clôt la partie à ce niveau-là et je dis maintenant, on vous a posé une question très précise sur un jugement qui a été rendu au sein du tribunal pénal international pour génocide. Vous avez été incapable de citer un jugement. Quand on est juriste, on essaye de faire un travail de précision, sans mêler les sentiments, sans faire des leçons de morale aux gens. Là, pour le cas d'espèce, il faut que vous nous apportez une preuve. C'est la preuve même de la rigueur du travail intellectuel et c'est la preuve de la rigueur du travail intellectuel. Je pense que dans ces conditions, je conseille simplement au public de garder le calme parce que quand on est devant ce genre de comportement, cette espèce d'arrogance un peu mal placée, eh bien, il faut être capable d'apporter des éléments précis. Parce que là, moi, je ne vous ai même pas donné mon sentiment sur ce que je pense de ça. J'ai simplement cité des documents qui sont vérifiables et qui sont prouvables. C'est tout.